À Paris, dans un hôpital élégant près de la Tour Eiffel, une odeur d'antiseptique et de richesse emplissait l'air. Tout était blanc, les rideaux, les draps, le silence. Au centre d'une chambre privée, un homme reposait, immobile, sur un lit immaculé. Il s'appelait Étienne Morel, 33 ans, héritier d'une des plus anciennes chaînes d'hôtels de luxe de France. Depuis 10 jours, il n'avait pas bougé. Une fine cicatrice sur sa tempe rappelait l'accident de voiture qui avait failli le tuer. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. En réalité, Étienne ne dormait pas. Il faisait semblant d'être dans le coma. De l'autre côté de la porte vitrée, des voix étouffées brisèrent le calme. « Je te le dis, c'est notre chance », murmura Victor, le cousin d'Étienne. Toujours vêtu de costume trop chic, un sourire sournois aux lèvres quand il pensait que personne ne regardait. Le conseil d'administration s'impatiente. Si on n'agit pas maintenant, on risque de tout perdre. Une voix plus froide répondit, celle de Margot, la belle-mère d'Étienne. Non, Victor, on ne va pas juste agir. On va prendre le contrôle. Il est vulnérable, c'est bien aussi. Le conseil ne patientera pas éternellement, et nous non plus. Victor hésita. Mais Adrien, l'avocat d'Étienne, insiste encore. Margot l'interrompit. Adrien ne sera bientôt plus un problème. Il est loyal, mais isolé. On continue à dire qu'Étienne ne se réveillera peut-être jamais. Si l'infirmière suit nos ordres, tout sera réglé dans quelques semaines. Dans son lit, le cœur d'Étienne battait fort sous son apparence immobile. Il avait eu des soupçons sur l'accident. Un voyage imprévu à Deauville s'était terminé par un rail de sécurité détruit, une voiture renversée et un diagnostic de coma. Mais Étienne s'était réveillé après 2 jours. Il avait choisi de ne rien dire, pas encore. Il voulait du temps pour découvrir qui l'avait trahi. Maintenant, il en savait au moins une partie. La porte s'ouvrit avec un léger sifflement. Des pas doux approchèrent. Étienne reconnut ce rythme. C'était Camille, son infirmière. « Bonjour, monsieur Morel », dit-elle d'une voix claire et douce, sans fausse gentillesse. Elle s'affaira autour du lit, vérifiant ses signes vitaux, ajustant sa couverture, repoussant une mèche de ses cheveux avec un geste précis. Il n'y avait pas de pitié dans ses gestes, juste du professionnalisme et une chaleur qu'Étienne ne comprenait pas encore. Il l'observait parfois, à travers ses yeux à peine entr'ouverts, quand elle ne regardait pas. Elle lisait des histoires la nuit, fredonnait en changeant sa perfusion. Elle le traitait comme une personne, pas comme un cas perdu, contrairement à Margot ou Victor. « Vos signes sont stables aujourd'hui », dit-elle en écrivant dans un carnet. « C'est bien. » Elle s'assit près de lui et murmura, presque en secret. « Je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'ai l'impression que oui. » Le cœur d'Étienne s'accéléra. Allait-elle dire quelque chose d'important? « J'ai pris ce travail pour l'argent, » avoua-t-elle. « Ce n'est pas un crime. Je n'ai pas posé de questions, parce que la vie ne me laisse pas toujours le choix. Mais maintenant, je vois des choses. J'entends des choses. Et ça ne va pas. Hier, votre cousin a dit au téléphone que vous ne vous réveilleriez pas de sitôt. Sa voix m'a effrayé. Je ne sais pas quelle famille vous avez, monsieur Morel, mais je crois qu'ils veulent vous faire disparaître. Les doigts d'Étienne frémirent légèrement. Camille ne le remarqua pas. Je devrais me taire, chuchota-t-elle. Prendre mon salaire et fermer les yeux. Mais je ne peux pas. J'ai trop perdu dans ma vie. Je suis devenue infirmière pour aider les gens. Que vous m'entendiez ou non, je ne laisserai personne vous effacer juste parce que vous gênez. Elle se leva lentement. Je vais tenir 2 carnets. Un pour eux et un vrai, avec la vérité. Elle ajusta la perfusion, posa un livre sur la table. Ce soir, je vous lirai une histoire qui parle d'humanité. Puis elle partit. Dans le silence, Étienne cligna des yeux, lentement. Volontairement. Il attendrait, mais pas longtemps. Les nuits à l'hôpital étaient paisibles. Après les dernières vérifications, quand le personnel de ménage quittait les lieux, Camille baissait les lumières et s'asseyait près d'Étienne. On n'entendait que le bip des machines et le vent frôlant les hautes fenêtres de l'aile privée. Cela faisait 2 semaines qu'elle s'occupait de lui. Étienne Morel, un nom qu'elle avait vu dans les journaux, reposait là, immobile, comme une statue figée par la tristesse. Mais quelque chose n'allait pas, profondément.
Elle l'avait remarqué en vérifiant les dossiers médicaux. La dose de sédatifs n'avait pas changé, malgré l'absence de crise, d'agitation ou de traumatisme. Les visites des médecins étaient de plus en plus rares. Les bilans vitaux étaient notés, mais jamais analysés. Même l'orthophoniste, censé venir chaque semaine, n'était jamais apparu. Pourtant, personne ne semblait s'en inquiéter. Juste des hochements polis et des rappels de suivre le protocole. Camille avait travaillé dans assez d'établissements pour reconnaître la négligence. Mais là, ça semblait intentionnel. Ce soir-là, elle apporta son exemplaire du Petit Prince, un livre que sa mère lui lisait quand les nuits étaient trop sombres. « Vous n'aimez peut-être pas ce livre, » dit-elle en le posant. « Vous êtes un homme d'affaires, habitué aux hôtels, aux contrats, aux chiffres. Mais moi, j'aime cette histoire. Elle parle de quelqu'un qui se perd et trouve du sens dans les petites choses. » Elle vérifia son pouls. Toujours stable, toujours fort. Elle regarda la perfusion. « Hier, j'ai demandé au docteur Langlois pourquoi votre dose de sédatif reste la même. Il m'a ignoré, disant que c'était la volonté de la famille. Pas d'ajustement, juste continuer. » Sa voix devint plus ferme. « Je suis devenue infirmière pour aider les gens à guérir, pas pour les garder endormis. » Elle se leva, posa une main sur la vitre froide. « Je ne sais pas qui vous êtes vraiment, Étienne, mais je commence à croire que vous êtes plus éveillé qu'il ne le pense. Je vais changer votre protocole, juste un peu, sans alerter personne. S'il pose des questions, j'assumerai. » Elle écrivit dans un carnet secret, caché dans son casier, notant les vraies doses, les réflexes, ses observations. Elle ne vit pas les yeux d'Étienne bouger légèrement sous ses paupières. À minuit, elle revint avec une tisane à la camomille et une couverture sur les épaules. « Je devrais rentrer chez moi, » murmura-t-elle, « mais je ne dors pas bien. » Elle s'assit, ouvrit le Petit Prince, puis le referma. Au lieu de lire, elle parla, comme pour libérer son cœur. « Je n'étais pas censée être votre infirmière, » dit-elle. « J'ai remplacé quelqu'un à la dernière minute, pour une urgence. Je pensais que c'était une chance, un travail bien payé pour rembourser mes dettes d'études, récupérer ma licence. Mais maintenant, » elle se pencha, coude sur les genoux. J'ai entendu Margot dans le couloir. Elle pensait que j'étais en pause. Elle a dit « Il faut le garder sous sédatif jusqu'à ce que tout soit réglé. » Victor a hoché la tête, comme si c'était rien. Ses mains tremblèrent. « Je suis venu pour aider, mais j'ai peur qu'on m'ait engagé pour aider quelqu'un à mourir. » Elle regarda Étienne, immobile. « Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je devais le dire à voix haute. Je ne participerai pas à quelque chose de cruel. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis avec vous. Que vous vous réveillez ou non. » Elle toucha sa main doucement. « Vous n'êtes pas seul. » Puis elle partit, la porte se refermant doucement. Dans la chambre, une larme coula du coin de l'œil d'Étienne. Il n'était pas seul. Peut-être qu'il n'aurait plus à faire semblant longtemps. Camille ne dit rien aux médecins, ni au directeur de l'hôpital, ni à la famille Morel. Mais chaque nuit, elle parlait à Étienne. Elle partageait des bouts de sa vie. Ses premières années comme étudiante infirmière, les patients qui l'avaient remarquée, les gardes épuisantes, les petits gestes gentils qui la motivaient. Elle parlait de son père, un plombier discret qui croyait que faire le bien ne demandait pas d'audience, juste de la persévérance. Étienne écoutait. Il ne pouvait ni bouger ni parler, mais il entendait la vérité dans sa voix. Dans un monde où il se méfiait de tous, Camille parlait comme quelqu'un qui n'avait pas encore abandonné l'espoir en les gens. Elle arrivait plus tôt, restait plus longtemps. Elle commença à tester de petits exercices neurologiques, rien d'alarmant, juste assez pour voir s'il réagissait. Une pression sur sa main, un toucher sur ses paupières, des stimuli légers. Un soir, en ajustant sa couverture, elle murmura « Étienne, si vous m'entendez, faites un signe. N'importe quoi. » Silence. Elle soupira. Peut-être que j'imagine des choses. Mais alors, son index bougea, à peine, mais c'était réel. Camille se figea, les yeux écarquillés. « Vous avez bougé ?» Ça recommença, un mouvement lent, volontaire. Elle couvrit sa bouche avec ses mains. « Oh mon Dieu !» Elle rit, émerveillée. « Vous m'entendez ? Vous êtes là. Vous écoutez depuis le début. » Des larmes coulèrent. « D'accord, on va y aller doucement. »
Un doigt pour oui, rien pour non. Vous comprenez? Une pause, puis un autre mouvement. Camille rit, tremblante. C'est fou. Personne ne va y croire. Mais moi, je vous crois. À partir de cette nuit, tout changea. Leur routine devint un langage secret. Un clignement, un mouvement, une pression. Un pour oui, rien pour non, parfois un souffle pour peut-être. Camille apporta des cartes avec l'alphabet, et ils communiquaient lentement, parfois avec frustration. Mais Étienne essayait. Camille était patiente, chaleureuse, et souriait à chaque réponse. Elle ne le brusquait jamais, ne voyait pas ses limites comme des fardeaux. Leur lien grandit. Étienne apprit qu'elle aimait le jazz, le café à la vanille, et qu'enfant, elle observait les clients des hôtels où sa mère faisait le ménage, imaginant leur vie. Camille découvrit des choses sur lui, sans mots, juste avec ses réactions. « Vous ne vouliez pas de cette vie, hein ?» demanda-t-elle un soir, feuilletant son dossier. Son doigt bougea. « Oui. » « Vous vouliez la paix, pas le pouvoir. » Encore oui. Elle s'assit près de lui. « Moi non plus, je ne voulais pas être infirmière juste pour payer les factures. Je voulais aider. Mais à un moment, j'ai commencé à survivre au lieu de vivre. » Étienne bougea sa main, cherchant la sienne. Elle la prit sans hésiter. « Je ne les laisserai pas vous faire du mal, dit-elle. Vous allez revenir, on va vous ramener. » Pour la première fois depuis des années, Étienne se sentit humain, grâce à quelqu'un qui croyait en lui, même quand il ne pouvait pas parler. Les jours suivants, une urgence discrète guida leur moment. Le jour, Camille jouait l'infirmière modèle, notant des rapports, ajustant la perfusion, hochant la tête aux remarques arrogantes de Margot et aux fausses inquiétudes de Victor. Mais la nuit, avec Étienne, ils étaient plus que patients et infirmières. Ils étaient partenaires, complices, survivants. Elle avait mémorisé ses signaux. Un mouvement pour oui, un tapotement pour non, un léger changement de souffle quand quelque chose l'effrayait. Un soir, en massant sa main pour stimuler ses muscles, elle murmura « Je sais que vous voulez les démasquer, mais il nous faut des preuves, des vrais. Et il faut être prudent. » Étienne cligna des yeux, puis bougea un doigt. « Oui. » Camille sortit une petite caméra, empruntée à un ami technicien. « Je vais la cacher dans l'armoire à médicaments, » dit-elle. C'est là que Margot et Victor parlent quand ils pensent être seuls. Je les ai vus murmurer, donner des ordres au personnel de nuit. Il est temps que quelqu'un voie ce qu'ils font. Les yeux d'Étienne brillèrent d'accord. Cette nuit-là, avec des gants pour ne laisser aucune trace, Camille plaça la caméra dans un coin du plafond, près de l'armoire des substances contrôlées. Le capteur de mouvement s'activa. Ils attendirent. 2 nuits plus tard, elle récupéra la caméra avant l'arrivée des nettoyeurs. Dans la salle de pause, écouteurs branchés, elle visionna la vidéo, le cœur battant. D'abord, silence. Puis des pas. La voix de Victor. Elle devient trop curieuse, cette infirmière. Elle n'est pas bête. Margot répondit. Laisse-la poser des questions. Tant qu'elle ne rédige pas de rapport, ça va. On termine dans 2 semaines, puis on dépose une demande de non-réanimation. Camille s'arrêta, glacée. Victor ajouta. Étienne n'a pas de testament. Ça ne va pas poser problème? Margot. On dira qu'il a donné un ordre verbal. J'ai déjà parlé au conseil de l'hôpital. Ils veulent que ça se règle vite. Puis, continuez les sédatifs. Et je veux cette infirmière dehors dès que les papiers seront prêts. Elle en a trop vu. Camille sauvegarda la vidéo sur 3 supports. Une clé USB, un cloud sécurisé, et son téléphone verrouillé. Avec Étienne, elle rédigea un message. « À qui on fait confiance ?» demanda-t-elle, assise près de lui avec son ordinateur. Étienne cligna 2 fois. Elle ouvrit son carnet, où il avait éplé un nom, lettre par lettre. Adrien Lefebvre, son avocat fidèle, écarté par la famille après l'accident. « Je lui envoie, » dit-elle. Cette nuit-là, elle transmit la vidéo avec un message. « Monsieur Lefebvre, je crois que vous êtes le seul à avoir toujours soutenu Étienne Morel. Il est vivant, et ce qui se passe est un crime. Cette vidéo le prouve. Aidez-nous. Camille Dubois. » Elle prit la main d'Étienne et chuchota. « Ils ne gagneront pas. » Il bougea ses doigts dans les siens, légèrement. C'était assez. À l'aube, son téléphone vibra. Un message d'Adrien. Reçu.
J'arrive. Ne parlez à personne. Protégez-le. Vous n'êtes plus seul. Camille se tourna vers Étienne, endormi mais plus seul. Le jeu avait changé. Il était temps de se battre. Un mardi matin, Étienne ouvrit les yeux. Camille ajustait un moniteur quand elle vit ses paupières trembler. Étienne? Ses yeux s'ouvrirent, Noisette, vivant. Il la fixa. Elle retint son souffle. Salut, murmura-t-elle, des larmes aux yeux. Vous êtes vraiment là. Il essaya de parler, mais sa gorge était sèche. Elle posa un doigt sur ses lèvres. Ne forcez pas. On va y aller doucement. Vous êtes en sécurité. Elle l'aida à s'asseoir, un processus lent mais préparé. Ce soir-là, elle revint après son service avec une tisane et un carnet. On peut parler pour de vrai, dit-elle. Étienne sourit faiblement. Sa voix, rauque, prononça un mot. Toi. Elle rit, lui passant une tasse. Ils parlèrent par bribes. Il écoutait surtout, hochant la tête, se reposant. Mais ses yeux ne la quittaient pas. Elle raconta les emails avec Adrien, l'équipe juridique en route, le plan en marche. Vous reprendrez le contrôle de votre fortune, dit-elle. Et justice. Tenez bon encore un peu. Il murmura. Tu as tenu pour moi. Elle baissa les yeux, émue. Il prit sa main. Tu m'as sauvé. Camille rougit. Je ne savais pas ce que je faisais au début. Je refusais juste d'être cruel. Mais en te lisant, en te parlant, j'ai commencé à tenir à toi. Pas à ton nom, juste à toi. Étienne la regarda tendrement. Je crois que je tombe amoureuse, avoua-t-elle. Et c'est le pire moment. Tu n'as pas besoin de ça. Il serra sa main. Tu es la seule chose qui donne du sens à tout ça. Elle essuya ses larmes, riant. C'est fou, je pleure pour mon patient. Je ne suis plus ton patient, chuchota-t-il. Le silence entre eux devint chaleureux, comme une promesse. Dehors, Paris scintillait. À l'intérieur, ils se tenèrent la main, plus effrayés, mais unis. Le jour de la conférence, Camille aida Étienne à enfiler un costume gris taillé sur mesure. Il était faible, mais ses yeux brillaient de détermination. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle en boutonnant ses manchettes. Il hocha la tête. « Je ne me cacherai plus. » Adrien arrive à 9 heures précises, avec 2 assistants et une mallette pleine de documents. La conférence est à 10 heures, dans la salle du conseil. Margot et Victor seront là. Étienne sourit. Alors, offrons-leur un spectacle. La salle était pleine. Directeur de l'hôpital, membres de la famille, quelques journalistes promettant un scoop sur l'avenir de l'Empire Morel. Margot, en blazer crème, prit la parole, calme et assurée. Merci d'être là. Comme vous le savez, notre famille traverse une épreuve avec l'état tragique d'Étienne. Aujourd'hui, nous discutons du transfert temporaire du contrôle exécutif. Les doubles portes s'ouvrirent. Tous les regards se tournèrent. Étienne entra, appuyé légèrement sur une canne, vêtu avec la dignité de quelqu'un qui avait défié la mort. Des exclamations retentirent. Les caméras cliquèrent. Victor blêmit. Margot se figea. Étienne posa une main sur la table et regarda Margot. « On dirait que vous avez commencé sans moi. » Elle bégaya. « Tu es réveillé ?» Il l'ignora, s'adressant au journaliste. « J'ai été conscient pendant des semaines. Oui. J'étais dans le coma, brièvement. Mais quand je me suis réveillé, j'ai compris que quelque chose n'allait pas, gravement. » Adrien sortit une tablette. Étienne jeta un bref regard à Camille, discrète au fond, puis appuya sur « Play ». Les voix de Margot et Victor emplirent la salle. Il faut le garder sous sédatif. Il ne sera plus un problème longtemps. On dépose la non-réanimation une fois qu'elle est hors jeu. Des murmures choqués éclatèrent. Un directeur se leva, un autre se couvrit la bouche. Victor tenta. « C'est hors contexte !» La voix d'Étienne trancha. « Vous avez essayé de m'effacer. Vous auriez réussi, sans une personne. » Il se tourna vers Camille. « Pendant que vous complotiez, elle est restée. Elle m'a sauvé. » Margot ricana. « Tu es tombé amoureux de l'infirmière ?» Étienne répondit froidement. « Non, je l'ai choisie, comme elle a choisi de ne pas être complice de vos crimes. » Les membres du conseil murmurèrent. Adrien prit la parole, annonçant des poursuites, des enquêtes.
et le retour d'Étienne à la tête de son empire. Margot et Victor quittèrent la salle en silence, leur héritage en ruine. Dehors, Étienne s'appuya contre un mur, épuisé. Camille accourut. « Tu l'as fait, » murmura-t-elle. « On l'a fait, » corrigea-t-il. Elle hésita. « Tout le monde sait maintenant. » Il prit sa main. « Tant mieux. Je veux que le monde sache qui m'a sauvé, et avec qui je veux être désormais. » Elle le regarda, les yeux pleins d'émotion. Les mots n'étaient plus nécessaires. Ils étaient libres. Camille s'éclipsa après la conférence, fuyant les flashs et les murmures. Dans le vestiaire des infirmières, elle rangea ses affaires, sa thermos, le petit prince, et surtout son carnet secret, où elle avait noté chaque observation, chaque question, chaque confession murmurée quand elle pensait Étienne endormi. Elle savait que son temps ici était fini. Elle ne pouvait pas rester. Pas quand les journaux la transformeraient en héroïne ou en opportuniste. Elle n'était ni l'un ni l'autre. Elle était juste fatiguée, amoureuse, et incertaine de ce qu'elle devait faire. En fermant son casier, l'ascenseur sonna. « Camille », dit Étienne. Il était là, sans canne, plus stable, un manteau d'hiver sur son costume. Ses yeux fatigués étaient fixés sur elle. « Tu ne devrais pas être seule, dit-elle. »« Je ne le suis pas, » répondit-il. « Je suis venu te trouver. » Il sortit son carnet. Elle se figea. « Tu l'as oublié, » dit-il. « Tu ne pensais pas que je le laisserais partir, si ?» Elle rougit. Ce n'était pas fait pour être lu. Il ouvrit une page. « J'ai lu 5 fois le passage où tu disais que tu tombais amoureuse, mais que tu avais peur, parce que tu pensais que je te verrais autrement. » Il la regarda. « Ce n'est pas le cas. Je n'aime pas l'infirmière. J'aime la personne qui est restée quand j'étais plus un fantôme qu'un homme, qui a cru que je valais la peine d'être sauvé, même quand elle pensait que personne ne le saurait. » Des larmes coulèrent. Il s'approche. « J'ai passé ma vie avec des gens qui aimaient mon nom, mon argent, mon pouvoir. Tu es la première à m'aimer pour moi. » Il tendit la main. « Reviens avec moi. Pas à l'hôpital, pas comme infirmière, juste comme toi. » Elle trembla. « Et si je dis oui? Je passerai ma vie à te prouver que tu as fait le bon choix. » Ses lèvres tremblèrent. « D'accord, » murmura-t-elle. Étienne sourit, et Camille se blottit dans ses bras, dans la vérité encore vibrante de ce qu'ils avaient construit, jour après jour, mot après mot, battement après battement. 1 an plus tard, le nom Morel signifiait autre chose. Le scandale avait fait la une des journaux pendant des mois. Étienne avait choisi de rester discret après la révélation publique, laissant les preuves et la justice parler. La vidéo, les documents falsifiés et les témoignages suffirent. Margot, autrefois l'élégante matriarche, était en prison pour tentative de meurtre, fraude médicale et entrave aux soins. Victor, plus imprudent, avait été condamné à 15 ans sans liberté conditionnelle pour ses emails avec des médecins privés, ses manipulations financières et ses menaces enregistrées. Leur nom n'était plus murmuré dans les galas, mais relégué à des notes de bas de page dans une histoire tournée vers la guérison. Étienne avait transformé son empire. Il s'était retiré de la gestion quotidienne des hôtels Morel pour créer la fondation Camille Dubois, dédiée à la protection des patients vulnérables contre les abus médicaux et au soutien des lanceurs d'alerte dans le système de santé. Camille avait d'abord refusé que la fondation porte son nom, gêné, mais Étienne avait insisté. « Tu m'as rendu ma vie. Maintenant, on aide les autres à retrouver la leur. » Ils lancèrent leur premier programme dans l'hôpital où tout avait commencé. Le bâtiment semblait plus lumineux, plus chaleureux, non pas à cause des nouvelles fenêtres, mais grâce à ce qu'ils y avaient construit. Ils créèrent aussi une maison simple dans la campagne normande, loin de Paris, des intrigues et des trahisons. Ils y allaient, souvent, sans téléphone ni presse, juste Camille, Étienne et la paix. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les collines, ils marchèrent sur un sentier. Camille rit quand Étienne fit semblant d'être essoufflé. « Tu possèdes des hôtels dans 5 pays, taquina-t-elle, et tu es fatigué après 15 minutes ?»« J'ai failli mourir, » répondit-il avec un sourire. « Laisse-moi une chance. » Au sommet, une vue s'étendait à perte de vue. Étienne s'arrêta, sortit une bague simple, en or rose avec une pierre de jaspe polie, chaude, naturelle, comme elle. Il s'agenouilla. « Camille Dubois, dit-il.
Tu n'as pas juste sauvé ma vie. Tu as sauvé mon espoir, mon nom, tout. Veux-tu m'épouser? Pas le millionnaire, pas le patient, juste moi. Elle s'agenouilla aussi, l'enlaça, des larmes dans les yeux. Oui, murmura-t-elle. Toujours oui. Ils se marièrent dans un jardin derrière la première clinique de la fondation, sans presse ni caméra, juste leurs proches et les gens qu'ils avaient aidés. À la fin de la cérémonie, Camille aperçut une jeune fille en blouse, tenant la main d'une femme plus âgée, souriant à travers ses larmes. Cette fille avait écrit à la fondation « J'ai peur de parler, mais je crois que quelque chose ne va pas dans mon hôpital. » Aujourd'hui, elle postulait pour devenir infirmière, grâce à Camille, à Étienne, à un amour né non pas de la perfection, mais de la persévérance. Cette nuit-là, sur un banc en bois, Étienne tenait la main de Camille, regardant le jardin où les rires résonnaient sous des lanternes suspendues. Il posa sa tête contre la sienne. « Penses-tu qu'ils oublieront ce qui s'est passé ?» Elle sourit. « Peut-être. »« Tu veux qu'ils oublient ?»« Non, dit-elle. Pas si ça leur rappelle que les gens bien existent, que la vérité peut gagner, que l'amour peut survivre à la trahison. » Sous les étoiles, ils restèrent assis, non pas comme des survivants, des héros ou des héritiers, mais comme deux personnes enfin entières, enfin libres, enfin chez elles. Parfois, la guérison commence dans le silence. Parfois, l'amour naît de la confiance. Et parfois, le plus grand courage est de croire en quelqu'un quand le monde l'a déjà abandonné.